Et bonjour les gens, Sébastien, aka Végarou. Aujourd'hui je vais vous parler de mon vrai métier, AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap. Donc si vous me suivez pour autre chose que cela, je vous invite à sauter à ce timecode là pour quelques petites annonces vite fait. L'ensemble de la vidéo sinon ne va parler que de ce métier AESH qui est en train d'évoluer. Je remets en contexte un petit peu. J'ai reçu hier du secrétariat d'État aux personnes handicapées une invitation, donc Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, a le plaisir de vous recevoir autour d'un buffet pour vous remercier et vous présenter les mesures issues de la concertation Ensemble pour l'école inclusive à laquelle vous avez grandement contribué. Ce moment de convivialité aura lieu le jeudi 13 juin de 13h à 14h30 à l'adresse que j'ai pas besoin de vous dire. Il se trouve que je sais déjà ce qui va nous être dit pendant ce petit buffet puisque en date du 5 juin est sortie deux circulaires concernant l'école inclusive dont une intitulée, c'est l'autre, Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap, AESH. Donc en fait, c'est le nouveau cadre, la nouvelle circulaire qui va définir les conditions d'exercice de notre métier à partir de maintenant, à partir de la rentrée 2019. Donc j'ai parcouru cette circulaire, je sais déjà ce qui est dit dedans, je sais déjà ce que Madame la ministre va nous dire, donc je l'annonce là tout de suite, je ne viendrai pas à cette mascarade où on va nous dire que nous avons grandement contribué à ça, puisque l'immense majorité de ce que nous avions apporté n'y est pas, et va même à l'encontre de ce qu'il en est. Je fais là un petit décortiquage de cette circulaire, petit reviewing de cette circulaire. Alors petit 1, renforcer l'appartenance des AESH à la communauté éducative par un suivi adapté et une gestion coordonnée par les services académiques. Je vous la fais simple, je vais pas tout lire. À partir de la rentrée, chaque académie va avoir une entité qui s'appellera Service de l'école inclusive, qui est en gros ce qui existait déjà. Chaque département avait sa propre façon, son propre bureau qui gérait le personnel AESH. Là, en fait, ils ont juste changé le titre du service qui sera harmonisé. Donc, partout en France, le service qui nous gérait déjà va avoir un nom unique. On a juste changé le titre. Conditions de diplôme. Je vous la fais simple, rien ne change. C'est tout pareil comme avant. Voilà. Ça va nous être présenté comme des nouveautés, mais c'est exactement tout ce qui est dit dans ce cadre-là existait déjà, pas de changement. Durée de contrat, durée déterminée et renouvellement. Là est mis ce qui nous avait déjà été annoncé, le fait de ne plus avoir des contrats annuels, donc 6 fois les contrats de 1 an, mais de passer à la possibilité d'avoir 2 fois un contrat de 3 ans. C'était quelque chose qui était déjà possible par le passé, mais qui n'était pas fait. Là, maintenant, ça va devenir la norme. Petite info pour celles et ceux qui sont déjà en contrat sur des contrats annuels, ça ne va pas se cumuler. C'est-à-dire que si vous avez fait 2 fois des contrats de 1 an, vous n'allez pas devoir vous taper, entre guillemets, 2 contrats de 3 ans pour faire en tout 8 ans. C'est à la fin des 6 ans, en fait, votre deuxième contrat de CDD prendra en compte les premières années que vous avez faites. Donc, à la fin des 6 ans, comme c'était déjà le cas maintenant, vous pouvez accéder au CDI. Ça change pas. Petit bémol sur ce contrat des 3 ans, j'y reviendrai après. Le problème, c'est que la personne qui a la main sur votre renouvellement va être la même personne qui va avoir votre gestion administrative directe. J'y reviens après et vous comprendrez le problème. Modification d'un élément substantiel du contrat de travail. Ça, c'est une petite modification et qui est assez floue et qui me gêne beaucoup. Je vais la lire en entier, sauf la référence. En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent. En gros, vous avez été recruté pour faire une mission en particulier auprès d'un enfant en particulier dans un établissement particulier, et il peut y avoir un changement, une transformation dans cet état-là. L'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat. Ça peut être tout et n'importe quoi, élément substantiel du contrat, tel que la quantité de temps de travail de l'agent, un changement de lieu de travail, voilà. Mais là c'est tel que, ce sont des exemples. Donc là, comme c'est fait, ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre rémunération. Au fait, vous serez payé qu'à moitié.
Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent, qui est informé par une lettre du temps qu'il dispose pour dire oui ou non, sachant que s'il dit oui, il a un avenant et on n'en parle plus, les nouvelles conditions s'appliquent. À défaut de réponse dans le délai de 2 mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée, conduisant à la rupture du contrat initial. On vous propose d'aller à l'autre bout du département, en sachant très bien que vous ne pourrez pas le faire. Vous dites, non, je refuse ce changement-là, parce que je ne peux pas, parce qu'il ne m'arrange pas du tout. Ok, vous êtes viré. Non, c'est pas vous êtes viré, c'est ok, rupture de contrat. Au revoir. C'est un cas extrême que je montre là, mais c'est un cas extrême possible, permis. Donc ça, ce passage-là, moi, me pose problème, me pose question. Puisque clairement, il met une sorte d'épée de Damoclès en permanence sur la tête de l'agent. Rémunération, malheureusement, pas de changement. La fameuse grille où on change avec les indices, celles et ceux qui ne la comprennent pas, je vous invite, je mettrai dans la description le lien vers un post Facebook où j'avais expliqué justement comment tout ça fonctionnait pour pas alourdir la vidéo. Réexamen de la rémunération. Alors ça, par contre, il y a un petit point positif là-dedans, sauf que c'est le point positif sur le papier qui existait déjà avant et qui n'est toujours pas appliqué. Donc, qu'est-ce qui nous permet de croire que ça va être appliqué maintenant? Rien du tout. À savoir donc le réexamen de la rémunération. Il est maintenant dit de manière obligatoire que nous devons avoir chaque 3 ans au maximum un entretien professionnel avec notre supérieur hiérarchique. Ce qui existait déjà avant. Normalement, chaque 3 ans, on devait avoir un entretien professionnel avec notre supérieur hiérarchique. La problématique étant que, jusqu'à maintenant, le supérieur hiérarchique direct n'était pas nommé. On ne savait pas qui c'était. Est-ce que c'est le chef d'établissement? Est-ce que c'est quelqu'un au rectorat? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre de l'administration? On ne savait pas. Du coup, à part dans quelques endroits, dans quelques départements, dans l'immense majorité des cas, ça ne se faisait pas. Or, il se trouve que c'est au cours de cet entretien professionnel que vous êtes censé avoir les infos de sur ça vous êtes bon, continuez, sur ça vous êtes un petit peu léger, voici comment améliorer, et surtout, constatant que vous êtes un bon agent, voici l'augmentation de rémunération que vous pouvez avoir. Certaines mauvaises langues auraient tendance à dire que c'est peut-être parce que justement il y avait cette notion de revalorisation salariale que ces entretiens n'étaient pas faits. Quoi qu'il en soit, ce qui est dit là, ça vient juste rappeler le fait que ça doit être fait, au moins tous les 3 ans, un entretien professionnel, et un entretien professionnel doit être fait à la fin de la première année. La première année, vous le faites avec un salaire de base, avec l'indice qui est à 325. À la fin de cette première année, on vous fait un premier entretien professionnel où on vous évalue, on vous permet justement d'évoluer sur votre pratique, et où il est possible déjà là, et il est précisé dans la circulaire que ça serait bien de le faire, bon, ça serait bien de le faire, mais c'est pas faites-le, donc les rectorats le feront ou pas, de permettre cette évolution salariale dès la première année. Donc en fait, on aurait une première année à 325, et la deuxième année, on passerait donc à 330. Et au bout de 3 ans, la possibilité d'augmenter d'un échelon, ou jusqu'à 6 échelons en tout. Donc il y a, sur le papier, une évolution permise. Mais elle n'est pas figée comme étant obligatoire, ce qui peut se comprendre dans le cas où un agent qui serait, pour une raison ou une autre, mauvais, mais qu'on va pas virer, qu'on va juste l'aider à se développer, on va pas lui monter son salaire pour autant. Pas tout de suite en tout cas. Ça peut se justifier. Mais c'est pas une grille fixe. C'est pas au bout de tant d'années, tu passes de un échelon au-dessus, et si t'es meilleur, tu passes plus d'échelons d'un coup. Ce qui aurait été quelque chose d'intéressant. Conditions d'exercice des fonctions d'AESH. Donc là, ça va être en gros, on reste quand même sur la circulaire de 2017, pour ceux qui savent pas, lien dans la description. L'AESH est membre de la communauté éducative. Ils l'ont même mis en gras dans la circulaire. C'est quelque chose qui était déjà le cas, mais qui avait tendance à ne pas être pris en compte pendant très longtemps. Le problème étant que souvent l'AESH était vu comme une pièce rapportée, comme ça, était très méprisé même par l'ensemble du reste de l'équipe éducative, sauf dans certaines équipes avec qui ça fonctionne bien, comme toujours, ça dépend des professionnels avec lesquels on tombe. C'est très bien, mais encore une fois, ce n'est qu'un titre. Ça va nous être présenté comme une avancée majeure, mais ce ne sont que des mots sur un papier, une circulaire, donc sur le terrain, ça sera difficile de le faire mettre en application, à moins de tomber avec des collègues, professeurs et directeurs, directrices, principales, compétents. PIAL, donc les PIAL, pôle inclusif d'accompagnement localisé. Ça aussi, gros souci.
avec ça. En gros, on ne sera plus affecté directement par le rectorat auprès d'un enfant, comme c'était le cas déjà, mais on va être affecté sur un établissement, comme c'est déjà un petit peu le cas par certains endroits qu'il avait déjà testé. Le PIAL devient en fait une sorte de sous-structure, de circonscription d'un établissement ou de plusieurs établissements, dans lequel l'AESH sera mis dedans en tant que personnel de cet ensemble-là, et devra s'occuper des enfants sous la direction, nouvellement, complète du directeur, directrice de l'IUN, pour le primaire, ou du principal ou proviseur dans le secondaire. Et c'est là que, de mon point de vue, le bas blesse. Jusqu'à maintenant, le personnel de direction, le chef d'établissement, était responsable de, en gros, notre emploi du temps, de notre exercice sur le lieu dont il a la responsabilité. Mais ce n'était pas notre supérieur. Il était notre supérieur fonctionnel hiérarchique sur la façon de travailler, mais pas notre chef directement. Là, ce qui est fait, ce qui est ancré de manière définitive, c'est que le chef d'établissement est notre supérieur direct. C'est d'ailleurs lui, du coup, qui nous fera passer chaque 3 ans l'entretien. Et c'est là qu'est un problème. C'est quelque chose, alors vous le savez peut-être pas, mais avec lesquels les professeurs étaient en profond désaccord sur le fait que le chef d'établissement va être alors qu'il ne connaît pas forcément la pratique dans la classe des enseignants, c'était lui qui allait faire les entretiens professionnels pour les professeurs pour les faire évoluer ou non sur les grilles de salaire. Les professeurs sont contre ça, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas à un chef d'établissement de venir leur dire tu fais bien ou tu fais pas bien ton travail dans la classe, c'est autre chose. Là c'est pareil, le chef d'établissement va venir nous dire à nous, alors qu'il ne vient pas dans la classe, tu fais du bon boulot, tu ne fais pas du bon boulot. Sur quels critères? Ça va être des critères un petit peu à la gueule du client. Et ça donne un pouvoir direct à des chefs d'établissement qui, jusqu'à présent, s'octroyaient déjà pour certains ce droit pour martyriser et mépriser certains collègues. Étant moi-même syndiqué, étant sur pas mal de dossiers pour défendre les collègues, il y a déjà énormément de glissements illégaux qui sont faits parce que ces personnes se considèrent comme chefs. Donc sortir de leur mission les AESH, faire de la surveillance de telle chose, ranger le CDI, passer le balai dans les couloirs. Voilà, on n'est pas embauché pour ça, et puis on n'est pas des petits hommes et petites femmes à tout faire dans l'établissement. On est là, on est un professionnel pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap à un instant T, et pour l'accompagner dans ses apprentissages. On n'est pas là pour servir de bouche-trou à gauche à droite. Le problème étant que, tel que ça va être structuré maintenant, toutes ces situations problématiques vont être permises. Elles ne l'étaient pas avant, et elles se faisaient quand même. Maintenant, on a créé une structure où tous ces glissements vont se faire presque naturellement, parce qu'ils sont permis par la structure elle-même. Nous, à ESH, et c'est ce qu'on avait fait remonter à la concertation, on est méprisé, on n'est pas reconnu. La façon dont va être faite cette structure va être une façon de plus de broyer, justement, notre professionnalisme et notre capacité à être réellement membre de l'équipe éducative. Et c'est pas parce que c'est marqué qu'on est membre de l'équipe éducative sur le papier qu'on sera respecté pour autant, loin de là. Temps et quantité de service. Là, petit changement. Jusqu'à maintenant, on était calculé, donc notre temps annuel, donc si on était sur un temps plein, 1607 heures sur l'année, il y a très très peu de collègues, c'est moins de 5%, même pas, des collègues qui peuvent avoir ça. En général, on est plus sur du 50 ou 60%. L'immense majorité des collègues sont à 60%. On était calculé jusqu'à maintenant sur, entre légalement, 39 et 45 semaines. C'était toujours calculé sur 39. Sachant que il n'y a de cours d'accompagnement élève que 36 semaines. Les 3 semaines qu'il y avait en plus étaient 3 semaines qui avaient été arrachées pour prendre en compte tout ce qui était les heures de travail invisible, le bénévolat qu'on fait à gauche à droite, les formations, l'auto-formation, les réunions téléphoniques, les réunions hors temps scolaire et tout ça. Là, on avait fait remarquer à la concertation que ces 3 semaines étaient insuffisantes, qu'il fallait plus qu'on travaillait beaucoup plus en réel pour faire bien notre métier. Ça a été entendu, et au lieu de le calculer sur 39 semaines, à partir de maintenant, ça sera calculé entre 41 et jusqu'à 45. Mais la norme deviendra 41 semaines. Un point positif qui est ressorti de cette concertation, on nous offre
2 semaines par an pour prendre en compte un petit peu plus de ce temps de travail invisible. C'est insuffisant, mais c'est déjà pas mal. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Considérez que vous allez travailler, les collègues, 1 heure de moins par semaine. Les collègues qui sont actuellement à 50%. Vous êtes censé faire 20h30 d'accompagnement, souvent arrondi à 20. Là, maintenant, avec cette nouvelle façon de calculer, si vous devez, par semaine, 19h35, qui sera arrondi soit à 19h30, soit à 19h, comme ça dépend, comme c'était fait par rapport aux 20h ou 20h30, 1 heure en moins, pour le même salaire, pour prendre en compte les heures invisibles qui sont faites. Le problème étant que ça va pas changer grand chose, parce que cette heure, vous allez quand même la faire d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Juste pour préciser, donc les 60% qui faisaient aujourd'hui 24h43, souvent arrondi à 24, feront 23h30, très certainement arrondi à 23. 80% faisaient 32h56, souvent arrondi à 32h, ça sera 31h20, ça nous arrondi à 31. En gros, pas de changement extrêmement important pour nous sur le terrain, loin s'en faut, mais un début de on entend que vous faites des heures invisibles, que vous avez un travail à côté pour être efficace avec l'enfant, donc on vous le reconnaît. Ça c'est positif, mais il y a un mais. Le mais, ça va être tout ce qui est droit à la formation. Les AESH bénéficient d'actions de formation sur le temps de service, donc pendant nos heures, mises en œuvre par les services académiques en dehors du temps d'accompagnement de l'élève. Cette phrase vient justement écraser ce qui était dit juste avant. Ok, on nous reconnaît le fait qu'on a du travail invisible, donc on nous reconnaît, en plus des 3 semaines sont ramenées à 5, mais sur ces 5 semaines-là, on aura de la formation. Bien, pas bien, ça dépend de l'avis de chacun. Moi, je serais tenté de considérer que c'est une bonne chose de permettre justement que sur le temps de hors temps d'accompagnement élève, donc potentiellement sur les temps de post-pédagogique, les vacances, les petites vacances, sur lesquelles on n'était pas en vacances, on était en une sorte de chômage technique entre guillemets, et nous n'avions pas les vacances. Sur ce temps-là, maintenant, on va très certainement avoir des actions de formation prévues par les services académiques. C'est possiblement positif de dire on va avoir des formations, sauf que comme c'est fait, il n'est pas précisé et c'est en fait laissé à l'appréciation de chacun, donc il est très probable que certaines académies ne les mettent pas en place tout de suite, voire ne les mettent pas en place du tout, puisqu'il n'y a pas d'obligation réelle à part les 60 heures de formation initiale, qui existent déjà dans la loi depuis 2014, qui donc ne sont pas une nouveauté, encore une fois, ça va nous être présenté, j'avais déjà fait la vidéo où j'expliquais que M. Blanquer se foutait de nous, en disant qu'il allait mettre ça en place alors que ça existait déjà. Voilà, là c'est remis dans la loi que il y aura ces 60 heures de formation qui sont là depuis 2014, mais ils vont nous le présenter comme étant une nouveauté. Les 5 semaines d'heures qui nous étaient octroyées pour nos heures invisibles vont venir se faire grignoter petit à petit. Dans quelle proportion, on peut pas savoir, donc potentiellement, on risque de se faire avoir réellement. Donc ça, c'était pour la circulaire qui va vraiment nous gérer sur le terrain. Il y a une deuxième circulaire qui s'appelle donc circulaire de rentrée 2019, école inclusive pour une école inclusive. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez la lire, elle se lit assez facilement, de toute façon elle est assez courte. Globalement, nous concernant, il n'y a pas grand chose qui vient y changer. La seule chose qui est intéressante dans cette circulaire, c'est dans ces annexes, où il y a un vadémécum sur les PIAL, la façon dont ils vont être gérés, et qui va en être le chef, le coordonnateur, tout ça. Il y a un petit bémol que je voudrais, je vous laisserai le lire, il se lit vite aussi, juste un point sur donc nous, donc l'AESH, il est précisé encore une fois qu'on est membre de l'équipe éducative. Par contre, au niveau des personnes qui vont pouvoir coordonner tout ça, il est précisé que ce n'est pas un membre de l'équipe éducative, mais un membre de l'équipe pédagogique, donc un enseignant, un CPE. Il y a la possibilité, il y aurait eu la possibilité, en fait, d'une certaine évolution de carrière pour nous à travers ça, en permettant à des AESH anciens et compétents de venir justement un petit peu coordonner au niveau d'un PIAL. Ce n'est pas permis. Ce qui va être permis, c'est quelque chose qui est un petit peu bâtard, puisqu'en fait on va faire le taf, mais sans être reconnu. C'est la notion de AESH référent qui existe déjà, je crois que c'était sur Paris, et peut-être d'autres académies qui l'avaient mis en place, mais c'était pas institutionnalisé. Maintenant, partout, il y aura la possibilité de nommer des AESH référents, qui vont être en gros des tuteurs possibles pour les nouveaux AESH qui débarquent, ou pour celles et ceux qui rencontreraient des difficultés, donc pour venir en gros un ancien qui vient filer un coup de main à un jeune. C'est bien, sauf que il n'y a pas marqué qu'il y allait avoir une rémunération supplémentaire pour ces référents, éventuellement des heures en plus
pour les faire bosser. Donc toujours cette notion de travailler plus pour gagner plus, en théorie, alors qu'en fait c'est travailler plus pour gagner pareil, voire moins. Ce que je trouve dommage, c'est ça, c'est qu'il y aurait eu cette possibilité justement d'amener l'AESH qui a gagné en compétences par le terrain à venir coordonner, justement faire une sorte de chef d'équipe, entre guillemets. Ça aurait été intéressant, mais ce n'est pas permis. C'est même verrouillé, ça ne peut pas. Le problème étant que d'un coup, le pilote d'un PIAL va être le supérieur hiérarchique direct, comme je l'ai déjà dit, et il va y avoir un mélange des genres, en fait, où on va avoir en gros du juge et partie, qui va permettre énormément de glissements qui existent déjà. Et comme on dit, chat échaudé, crée l'eau froide. Je sais déjà que énormément de situations problématiques vont se faire et des collègues risquent d'avoir peur de se faire virer parce qu'elles auront juste tenu tête sur quelque chose qui est légal en plus, où elles seront dans leur bon droit, juste pour avoir essayé de faire respecter leurs droits et ceux des enfants. Des collègues risquent de se faire mettre à la porte par le supérieur hiérarchique direct. Donc c'est très très problématique, il y a un gros mélange des genres. Quelque chose qui est dit aussi, moi, qui me gêne beaucoup, donc il y aura dans 2000 collèges, 250 lycées et 200 lycées pro, si je ne dis pas de bêtises. Donc ces PIAL sont complètement institutionnalisés au niveau national. Le problème, c'est que ces PIAL n'ont pas été évalués. Je le sais, puisqu'il se trouve que moi, cette année, j'étais dans un PIAL expérimental sur le collège dans lequel j'exerce, et je fais partie de l'équipe qui devait le mettre en place et le préparer. Le rectorat et le national est en train de dire que tout ce qui a été mis en place, les expérimentations sont positives, donc nous allons généraliser la chose. Comment ils peuvent savoir que l'évaluation et l'expérimentation a été positive, puisque on n'a pas mis en place, déjà, on est en train de le préparer, la mise en place, on ne l'a pas mis en place, ça n'a pas été évalué, puisque ça n'a pas été mis en place, mais au niveau des instances supérieures, on vient nous dire que c'est une réussite, on va généraliser. Moi je suis très content de savoir que ce que nous n'avons pas encore mis en place est déjà une réussite, a déjà été testé, évalué, et permet justement cette généralisation au niveau national. Mais clairement, je sens un double langage où on se fout de nous, encore une fois. Ces PIAL-là ne sont pas une réponse adaptée pour le personnel, et du coup pour les enfants. Parce qu'au final, c'est sur ça, j'aurais dû le préciser dans l'intro, le pourquoi je décortique tout ça, le pourquoi je viens de dire que c'est problématique. C'est évidemment pour les collègues, pour cette mission que nous avons d'AESH, mais aussi et surtout pour les enfants que nous accompagnons. Si on n'est pas correctement formé, correctement reconnu et rémunéré, correctement considéré, nous ne pouvons pas faire un bon boulot. Et ceux qui pâtissent en premier du fait que nous ne pouvons pas faire un bon boulot, c'est les enfants que nous accompagnons. Alors que là, Madame Cluzel et Monsieur Blanquer vont se gargariser d'avoir mis en place plein de choses pour les enfants, à travers cette esclavagisation des AESH, qui nous sera présentée comme quelque chose de positif, et ça ne l'est pas. C'est l'accompagnement de qualité des enfants qui est remis en cause. Nous ne pouvons pas travailler correctement pour les enfants. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, ça fait 11 ans que j'exerce ce métier, que j'avais espéré pouvoir faire grandir petit à petit, que j'ai vu péricliter petit à petit sur les contrats de droit public en tant qu'AESH réellement depuis 2010. On disait AES à l'époque, mais c'est pareil. À l'époque, je vous fais juste un petit récapitulatif vite fait, je touchais, par rapport au SMIC horaire, en gros, 5,60% de plus que le SMIC. Il y avait le SMIC, moi j'étais 5,60 au-dessus. L'année suivante, j'étais à 4,9. 4,8, 4,7, 4,7, 4,7, 4,7. En 2017, quand je suis passé en CDI, j'ai eu une augmentation d'échelon. Donc je suis repassé à 5,8 au-dessus du SMIC. L'année 2018, en début d'année, j'étais à 3,7, c'est ça. L'augmentation du SMIC qu'il y a eu, où j'ai eu une répercussion donc en septembre, m'a permis de repasser à 4,8. Et là, depuis janvier 2019, je suis à 2,6. Pour vous la faire simple, petit à petit, le SMIC m'a rattrapé. Là, je suis à peine au-dessus, et je suis à peine au-dessus parce que je suis avec un échelon au-dessus. Les collègues qui débutent à ce niveau-là du SMIC. Ça fait 11 ans que j'exerce ce métier. Et petit à petit, il a périclité, petit à petit, mon pouvoir d'achat, ma capacité à faire des choses, elle est venue se faire grignoter. On me dit là que ça va aller mieux. Madame Cluzel, sur Sud Radio,
a expliqué que les AESH allaient enfin avoir un métier digne qui pourrait leur permettre d'avoir un temps plein et tout ça. Sauf que ce temps plein, il nous est imposé en allant faire des heures à côté qui nous boufferont des heures en plus. Donc en fait, pour faire en réel les 39 heures du temps plein qu'il y aura là, il faudra qu'on soit présent entre 45 et 50 heures par semaine au boulot, sans être au boulot, mais en train de construire petit à petit ce boulot sur le temps de transport et tout ça. Pour espérer avoir un SMIC, il faudra bosser une cinquantaine d'heures. C'est problématique parce que ce métier a monté petit à petit en compétences. Accompagner des élèves en situation de handicap, ça s'improvise pas. Même si on est bombardé au début sans formation, mais que les formations n'y sont pas, on se gargarise d'améliorations qui n'existent pas. C'est pourquoi, moi, j'ai pris la décision, alors j'avais déjà pris la décision un petit peu avant, que malgré justement ma participation à cette concertation avec l'inclusif pour essayer de faire bouger les lignes, c'est renforcé encore plus par le fait que je vois que non content de ne pas faire bouger les lignes, elles ont reculé en réalité et nos conditions sont moins bonnes, donc notre qualité de travail pour les enfants est moins bonne. Moi, j'ai pris la décision qu'à la rentrée 2019, dans ces conditions-là, je ne travaillerai pas pour l'éducation nationale. Je refuse de mettre en place quelque chose que je sais être mauvais pour les enfants. Parce que ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions. Je refuse d'être maltraitant avec les enfants, parce que ces conditions-là font que nous serions maltraitants avec les enfants. Pour les collègues qui sont juste AESH ou qui étaient intéressés justement par la vidéo sur ce problème-là, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux qui me suivent en tant que Végarou, petite annonce de fin de vidéo, tout simplement, donc normalement si vous n'étiez pas intéressé, c'est là que le timecode vous a amené. Je vous donne l'info, je referai une vidéo pour expliquer un petit peu plus, mais je donne l'info là, puisque je vais ne plus avoir mon vrai métier d'AESH à la rentrée de septembre, je vais du coup, très certainement, me chercher à professionnaliser mes autres actions, donc les vidéos de Végarou reviendront avec la même régularité, parce que là, tout ce que j'ai fait cette année-là m'a pris beaucoup de temps, et du coup, vous l'avez bien vu, j'étais beaucoup moins prolifique au niveau vidéo. Ce ne sera pas ma seule activité professionnelle. Je compte sur vous pour être présent, pour dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à, si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on échange beaucoup. Il y a le Discord aussi, donc n'hésitez pas à y venir. L'idée, ça va vraiment être de monter en compétence, de mettre en lien tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour celles et ceux qui connaissent les conférences gesticulées, je vais passer une formation pour devenir conférencier gesticulé. Pour faire ça, et je vais essayer de faire en sorte que ce soit professionnalisant. Je vais essayer de gagner ma vie à travers justement cette activité et d'autres, le cumul de toutes ces activités. Et je vais très certainement vous solliciter pour un petit coup de même, et donc je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. En gros, je vais faire du Végarou, mais directement sur scène, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose, un projet dans lequel vous allez me suivre et qui vous plaira. Sur ce, pour l'instant, moi je vous dis à la pas prochaine lune, mais bientôt.